Bon après-midi à tous! Bienvenue à un autre épisode ici de les web émissions de la CAF dans lequel on vous donne de l'information sur ce qui se passe avec la communauté de nos membres. Mon nom est Danny Richard, président de la CAF. Cette séance sera faite en français spécifiquement parce que normalement on les fait en anglais et on accepte vos questions en français, bien sûr. Mais vraiment, durant la prochaine heure, on va focuser sur les francophones. Si vous avez des questions, si jamais vous êtes anglophone, posez vos questions en anglais, il n'y a pas de problème également. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mathieu, qui est l'un de nos conseillers à son travail. Mathieu, est-ce que tu veux dire bonjour? Bonjour tout le monde, c'est ma deuxième participation à ces mercredis midi, donc je suis content d'être ici aujourd'hui avec vous, content de pouvoir faire ça en français, puis j'ai bien hâte de répondre à vos questions. Alors, Mathieu Delorme est l'un de nos, comme je disais, un conseiller à relation de travail à la CAF. Donc, lorsque vous avez des questions, des craintes, des enjeux, vous communiquez avec nous et vous allez faire affaire avec quelqu'un comme Mathieu, qui est un de nos représentants. Donc, je suis extrêmement fier de la qualité de nos représentants parce que nous, à la CAF, notre rôle vraiment, c'est de vous suivre à travers vos enjeux. Donc, pas juste moi, je m'occupe de X ou Y. Non, ils vont pouvoir vous suivre au complet. Donc, ça permet un peu d'avoir une meilleure connaissance de nos conseillers en son travail. Donc, je suis très heureux qu'ils soient ici avec nous aujourd'hui. La façon dont on va fonctionner, c'est comme d'habitude, on va prendre vos questions par Slido parce que nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est répondre à vos questions. Oui, moi, je vais vous donner les toutes nouvelles mises à jour qui se passent avec le Conseil du Trésor, mais vraiment, on va prendre vos questions. Donc, la façon dont on va prendre vos questions, comme d'habitude, c'est à travers l'application Slido. Et la façon qu'on procède, c'est que vous avez sur le site web de Slido, donc c'est S-L-I-D-O, slido.com. Et on va vous demander pour un code. Et le code que vous inscrivez, c'est ACFO. ACAF. Vous voyez présentement à l'écran de quoi ça a l'air. On a déjà quelques questions qui ont été posées. Et ce qu'on va faire, nous, c'est on va répondre à vos questions là, en temps réel. Vous pouvez poser vos questions de façon complètement anonyme, mais également, vous pouvez voter pour quelles questions vous aimeriez qu'on réponde en premier. Donc, c'est la façon qu'on va procéder. J'aimerais vous donner maintenant la dernière mise à jour sur qu'est-ce qui se passe sur COVID-19. Donc, comme vous le savez, à la CAF, on représente vos intérêts et une des questions qu'on reçoit très souvent ces temps-ci, c'est qu'est-ce qui va se passer avec l'éventuel retour au travail. Et ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, la CAF avait une bonne collaboration avec l'employeur parce que vous savez, chaque ministère procède de différentes façons et nous, ce qu'on s'est trouvé, la meilleure façon de procéder, c'est de parler directement avec le Conseil du Trésor parce que c'est eux qui vont donner les lignes directrices au ministère. Donc, on s'attaque directement à la source. Et jusqu'à présent, on avait une bonne collaboration. C'est-à-dire que lorsque le COVID est arrivé vers le 13 mars ou 15 mars, on a une bonne ligne de communication pour s'assurer qu'on est sur la même ligne. Mais dernièrement, dans les 2 dernières semaines, quand on parle de retour au travail, c'était plus difficile d'avoir une collaboration avec l'employeur parce qu'il y avait différents enjeux, tellement qu'à la CAF et avec d'autres syndicats, on a dû envoyer une lettre au président du Conseil du Trésor, M. Jean-Yves Duclos, pour lui informer qu'écoute, là, on n'a pas vraiment de consultation. On se fait donner des documents et on se fait dire, bien, c'est ça qui va se passer. Si vous avez des suggestions, des commentaires, vous avez peut-être 24 heures pour nous répondre. C'est pas vraiment de consultation, ça. Je vous donne un exemple. Là, le dernier document qu'on avait reçu, c'est un document de 77 pages avec beaucoup d'annexes et on nous a donné 24 heures pour faire une révision complète et fournir nos commentaires. Et c'est certain qu'il va y avoir un retour au travail éventuellement. Mais il n'y a pas d'urgence de physiquement retourner au bureau. Donc, on ne comprend pas pourquoi on donne des délais qui sont complètement déraisonnables. Alors, suite à la lettre qu'on a eue au Conseil du Trésor, on a obtenu une meilleure collaboration. Et je peux vous dire, voici les dernières nouvelles. La première, c'est qu'il n'y a aucune date qui a été fixée pour le retour au travail. La façon que ça va procéder, c'est qu'il y a 5 critères qui vont être considérés pour le retour au travail. Le premier, et ça je l'ai dit la semaine dernière, mais je le répète en français, est dans quelle ville est-ce que vous habitez ou vous travaillez? De toute évidence, il y a certaines villes qui ont plus de cas de COVID que d'autres, ce qui change le niveau de risque. Donc, il faut tenir en considération la ville dans laquelle vous habitez ou vous travaillez. La deuxième, c'est quelle fonction est-ce que vous faites? Quel travail est-ce que vous faites? Pour nous, les gens qui travaillent en finance, la majeure partie de vous peuvent travailler de la maison. Jusqu'à présent, nos membres nous ont indiqué que ça fonctionne bien de la maison. Oui, ils n'ont peut-être pas nécessairement le même niveau de productivité parce qu'ils n'ont peut-être pas le meilleur équipement qu'il leur faut, il y a peut-être plus de distractions avec les enfants à la maison, mais tout étant dit, principalement, on peut travailler de la maison. La troisième chose qu'il faut considérer, c'est
l'infrastructure. Donc, est-ce qu'on est équipé pour retourner au bureau? Donc, les autobus, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est des métros? Est-ce que les garderies fonctionnent? Donc, encore là, c'est différentes réalités pour différentes personnes. Il faut tenir compte de ça. La quatrième chose, c'est dans quel édifice est-ce que vous travaillez? Est-ce que votre édifice peut soutenir une distanciation sociale de 2 mètres? Je ne vous cacherai pas que ceux qui sont basés dans l'environnement de travail 2.0 ou le travail par activité, où est-ce que tout le monde sont collés comme des sardines, c'est pratiquement impossible de conserver une distanciation sociale de 2 mètres. Donc, il faut tenir compte de ça. Et la cinquième chose qu'il faut considérer, qui est peut-être la plus importante, c'est la situation personnelle de chaque personne. Évidemment, il y a certaines personnes qui sont peut-être plus à risque que d'autres, considérant votre âge, ou peut-être que vous avez un système immunitaire qui est un peu comprimé, donc c'est plus difficile pour vous, vous êtes plus à risque. Donc, ces 5 éléments qui sont mis ensemble fait que même dans un même ministère, ce n'est pas tout le monde qui va retrouver au travail en même temps. Je vais vous dire que pour nos membres, la majorité, là, par défaut, ils vont travailler de la maison pour les prochains mois. Si jamais on vous demande de retourner au travail et que vous jugez que ce n'est pas nécessaire d'aller au travail, que vous pouvez faire votre travail de la maison, ou vous jugez que ce n'est pas sécuritaire. Par exemple, on ne vous a pas dit comment ça va fonctionner. Est-ce que je vais porter un masque? Qu'est-ce que je fais dans l'ascenseur s'il y a plein de gens? Je m'achète à mon bureau. Est-ce que je nettoie mon bureau? Présentement, l'employeur est en train de décrire toutes ses politiques pour comment ça va fonctionner pratico-pratique dans vos ministères, qui peut être différent d'un ministère à l'autre, d'une région à l'autre. Mais pour l'instant, comme je vous dis, c'est très important de comprendre ça. Je ne vois aucune raison pour laquelle l'un de nos membres devrait retourner au travail, physiquement au travail. Maintenant, vous avez peut-être une des exceptions que oui, et peut-être que vous le savez, peut-être que vous avez un rôle que vous-même vous dites, écoute, Danny, pour moi, travailler à la maison, c'est pas possible. Mon rôle là nécessite que je sois au bureau parce que j'ai besoin, par exemple, accès à des documents qui sont top secrets. Je n'ai pas accès au réseau et donc, grâce à ça, vraiment, je dois me présenter au bureau. C'est possible. Mais si vous pensez que vous ne devez pas vous présenter au bureau et on vous demande ou on vous exige de retourner au travail, s'il vous plaît, communiquez avec nous à la CAF parce qu'on veut s'assurer que votre sécurité, votre santé n'est pas mise en jeu, n'est pas mise en péril. Il y a certains groupes qui n'ont pas le choix de retourner au travail. Je donne un exemple écoutez, si vous travaillez un plombier pour le gouvernement, le plombier n'a pas le choix d'être où est-ce que le dégât d'eau est. C'est très difficile de faire ça à la maison. Ou si vous travaillez dans un entrepôt, c'est difficile de faire ça. Donc, mais pour nous, pour nos membres, les gens de la finance, on peut travailler de la maison et on le démontre présentement. Donc, ça va bien. Pour le congé 699, donc le congé de payer, ça, il y a comme 4 conditions dans lesquelles vous vous qualifiez pour celle-ci. La première, c'est que si vous avez des symptômes de la COVID-19 ou si vous avez la COVID-19, évidemment, vous pouvez prendre le congé 699. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on ne veut pas que les gens aient puisé à même leur congé de maladie lorsque c'est causé par COVID. La deuxième raison pour prendre le 699, c'est pour des raisons familiales. Donc, évidemment, si vous avez des enfants à la maison parce que votre garderie n'est pas ouverte ou parce qu'il n'y a pas assez de place dans vos garderies, vous pouvez continuer à prendre le 699. La troisième raison de prendre le congé 699, le congé payé, c'est que si vous pouvez faire du télétravail, mais vous n'avez pas l'équipement requis ou l'accès requis. Donc, par exemple, il y a certains gens qui nous ont dit, Danny, écoute, je n'ai pas accès au réseau, je peux travailler hors ligne, mais à un certain niveau, après 3-4 semaines, à un moment donné, j'ai besoin d'avoir accès au réseau. Donc, pour les heures que vous ne pouvez pas travailler, vous prenez le 699. La quatrième raison pour prendre le 699, c'est si vous êtes complètement incapable de faire du télétravail. Il y a certaines fonctions, comme que je vous disais, si vous êtes plombier, vous ne pouvez pas travailler de la maison. Si vous travaillez dans la réparation dans un sous-marin, travailler de la maison, il n'y a rien que vous pouvez faire. Mais ça, pour nous, ça ne s'applique pas nécessairement parce qu'il y a certaines de nos tâches qu'on peut faire de la maison. Je vous ai dit les 4 raisons, mais évidemment, ce n'est pas préapprouvé, ça. Vous devez discuter avec votre gestionnaire pour s'assurer qu'il est d'accord. La transparence, la approbation est très importante. On veut s'assurer que notre gestionnaire sait qu'est-ce qu'on fait. Le 699, oui, il est là à notre disposition, mais ça ne veut pas dire ce que vous décidez quand vous travaillez ou ne travaillez pas. Il faut être transparent et demander la préapprobation de votre gestionnaire. Si vous vous rendez compte que votre gestionnaire vous rend la vie plus difficile, je vous donne un exemple. Ici au Québec, moi je suis à Gatineau au Québec, les garderies ont en train de réouvrir tranquillement. Mais peut-être des parents qui disent, moi, là, j'ai pas confiance à ça. Je veux pas. Je trouve que c'est trop à risque. Je veux pas que mon enfant soit à risque. Vous pouvez discuter avec votre gestionnaire pour dire, écoute, je sais que ma garderie est ouverte et oui, je pourrais avoir une place, mais je me sens pas à l'aise de faire retourner mes enfants à la garderie. Votre gestionnaire a la possibilité d'approuver ce 699-là. Mais peut-être qu'il va vous dire non.
Donc, si pour vous, ça fait aucun sens ou votre gestionnaire manque de flexibilité, s'il vous plaît, communiquez avec nous à la CAF. On va pouvoir regarder votre scénario parce que, comme je vous ai dit précédemment, c'est vraiment cas par cas. Et quand on discute avec des gens comme Mathieu, on va pouvoir analyser votre situation, on va vous poser des questions pour déterminer quelle est la meilleure marche à suivre dans votre situation. L'autre chose que je vais vous parler, des questions qu'on a reçues, c'est que on ne sait pas combien de temps ça va durer, le COVID. Et est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont peur au niveau du licenciement, des mesures de coupure? Et moi, je peux vous dire que, écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour nos membres, ceux qui travaillent dans la finance, j'ai aucun doute qu'il n'y aura aucun licenciement parce que nos fonctions doivent quand même être effectuées. Et on peut les effectuer de votre domicile. Donc, si vraiment vous êtes crainte, est-ce que je vais me faire couper, je vais perdre ma job, je vous dis non, vous ne perdrez pas votre job, à moins qu'il y ait quelque chose de très grave qui s'est passé. Et même si c'est le cas, passez par le syndicat parce que je peux vous garantir que pour la fonction que nous faisons, la job doit être faite. Donc, ne vous inquiétez pas au niveau du licenciement. Le plus gros déterminant, je vous dirais, là, pour les jobs ou des mesures de coupure, c'est le gouvernement qui est en place. Et ce gouvernement-ci démontre que la fonction publique est de valeur maintenant plus que jamais parce que justement, tous les paiements qui sont émis aux citoyens canadiens doivent passer par les fonctionnaires. Donc, on joue un rôle très important. Là. Donc, ne vous inquiétez pas pour les pertes de travail. Une autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est au niveau des vacances. Et je trouve que c'est important de vous le mentionner parce que pas tout le monde est au courant de ça. Moi, je n'étais pas au courant avant que j'ai commencé pour la CAF. Vous savez qu'à chaque année, vous avez droit à des journées de vacances. Donc, on vous avance des journées de vacances que vous, normalement, allez prendre durant l'année. Si jamais vous ne les prenez pas, vous pouvez carry forward, c'est quoi le mot que je cherche? Transférer à une autre année jusqu'à 35 journées. Et jusqu'à présent, à cause de Phoenix, le gouvernement nous permettait de transférer plus que 35 journées parce qu'on n'était pas certain que la base de données, si elle était bonne ou non. Et ça fait 3 ans que c'est comme ça. On n'a pas reçu la confirmation qu'à partir d'avril 2021, il va y avoir encore une fois la permission de transférer plus que 35 jours. Ce qui veut dire que pour ceux d'entre vous là, qui n'ont pas utilisé leurs journées de vacances, je vous recommande de commencer à les utiliser. Et même ceux qui les utilisent normalement, je vous dirais, essayez quand même d'utiliser vos journées de vacances, puisque pendant la COVID, on ne se cachera pas qu'il n'y a pas beaucoup de voyages qui se passent. Les gens restent à la maison, ce qui veut dire que pendant les 3 derniers mois, les gens qui typiquement prendraient des vacances ne les ont pas pris. Et durant les semaines de l'été, c'est sûrement la même chose. Les gens disent, mais pourquoi j'irai en vacances, je ne peux pas aller nulle part, je suis pris chez moi. Et je vous comprends. Cependant, dans votre convention collective, l'employeur a le droit de vous forcer à vous prendre vos vacances. Et je dis forcer, j'utilise ça en guillemets, il faut que ça soit raisonnable. Okay? Si mon gestionnaire me dirait, Danny, écoute, la semaine prochaine, tu vas prendre 1 mois de vacances, ça, c'est pas raisonnable. On doit avoir un plan. Mais l'employeur peut vous exiger un plan. Et j'ai aucun doute que vos ministères, tranquillement, pas vite, vont commencer à demander un plan de vacances à leurs employés pour dire, là, je veux juste m'assurer que tu vas prendre des vacances. Je comprends que présentement, tu n'en prends pas, mais à un moment donné, ce que je veux éviter, c'est que là, on va transférer, je ne sais pas, 25 jours de vacances l'année prochaine parce que ça ne serait peut-être pas possible. Donc, je veux que vous sachiez que c'est possible à l'employeur de vous demander de prendre vos journées de vacances. Et on a émis un communiqué à cet effet sur notre site web présentement. Si vous allez sur le site web de la CAF, on vous a vraiment documenté ça. Mais le plus important là-dedans, les amis, c'est qu'il faut que ça soit raisonnable. Puis la définition de raisonnable, c'est pas tout le monde qui a la même définition, mais si ça n'a pas aucun sens pour vous, communiquez avec nous, on va pouvoir vous aider. 2 autres choses que je veux discuter avec vous. Vous vous souvenez, l'an dernier, on a négocié une entente de dommages et intérêts, pas intérêts, mais de dommages pour le trouble que Phoenix nous a causé. Vous savez, Phoenix, là, c'est loin d'être réglé. Le gouvernement du Canada a trouvé un nouveau fournisseur qui sera SAP. Et là, on rentre en mode configuration. On va configurer SAP. Donc, d'un côté, on essaie de réparer Phoenix. Et de l'autre côté, on configure un nouveau système qui s'appelle SAP. Et SAP a été retenu parce que oui, ça a été prouvé qu'ils peuvent livrer la marchandise. Mais derrière la scène, évidemment, je ne vous cacherai pas que si le système financier est SAP et le système des ressources humaines est SAP, à un moment donné, on va faire l'intégration. Ça m'inquiète un peu tout ça parce qu'on parle d'intégration puis on sait que le gouvernement n'est pas fort là-dessus. Là, mais derrière l'idée de ça, c'est ce qui se passait. Mais on est des années avant que SAP arrive. Bref, on a eu des dommages pour ça. Vous vous souvenez, l'an dernier, on a eu droit à 4 journées de vacances qui vous a été créditées. Et il y a une 5e journée de vacances qui commence maintenant, dans la nouvelle année.
Il y a certains d'entre vous qui ont déjà reçu cette journée-là, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les ministères qui ont ça en même temps. Je vais vous dire que l'employeur a jusqu'à la fin du mois d'août, je pense que c'est le 28 août, si la mémoire est bonne, pour vous créditer la 5e journée. Donc, si vous l'avez reçu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas reçu, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire parce que l'employeur avait 150 jours après la nouvelle année pour vous créditer cette journée-là. Donc, si d'ici le 28 août, vous n'avez pas reçu la journée, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. Ça me fait plaisir de faire le suivi pour vous. La dernière chose que je vais vous parler avant qu'on commence à prendre vos questions, c'est le sondage qu'on va vous envoyer. La CAF, à chaque année, envoie un sondage à nos membres pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans vos ministères. Et je sais que les sondages, là, on est tanné de faire ça. Il y a le sondage de la fonction publique qui vient à chaque 4 ans, il y a le sondage annuel, les sondages des ministères, des sondages, on est bombardés, puis je comprends. Mais pour nous, là, pour vous représenter vos intérêts, le sondage, c'est un des meilleurs outils à notre disposition pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans vos ministères. Parce que vous savez, à la CAF, on est une équipe de 15 personnes qui est à Ottawa. Mais nos membres sont dispersés dans 60 ministères à travers le Canada et on ne peut pas savoir ce qui se passe toujours. À travers ce sondage-là, on sait ce qui se passe au niveau de vos congés, la flexibilité du travail. Est-ce que vous avez de l'harcèlement au bureau? Est-ce que les compétitions ne sont pas justes? On vous pose une panoplie de questions pour déterminer des tendances. Quel ministère a scoré haut? Quel ministère a scoré bas? Pour voir c'est quoi les différences et pourquoi. Nous, on prend ces résultats de ce sondage-là, qui est complètement anonyme, et moi, j'amène ça directement à vos dirigeants principaux des finances, à votre CFO pour dire, écoute, là, qu'est-ce qui se passe dans ton ministère quand que, par exemple, 80% des répondants nous ont indiqué que les compétitions non affichées, il y en a de plus en plus. Mais c'est pourquoi ça? Ça me permet de poser des bonnes questions et ça vient directement de vous, mais de façon complètement anonyme. Donc, je vous invite non seulement de remplir le sondage qu'on va vous envoyer demain, mais d'encourager vos confrères et consoeurs à le compléter également parce que je vous dis, moi, là, c'est tellement un bon outil que j'ai pour défendre vos intérêts parce que c'est pas tout le monde qui va nous appeler pour nous dire qu'est-ce qui se passe parce qu'ils ont peur de représailles. Et je les comprends. Mais ce sondage-là, il est complètement anonyme. Donc, sur ce, j'aimerais qu'on passe maintenant à Slido pour voir certaines questions et on va commencer à y répondre. Donc, Mathieu, est-ce que tu as vu une question là, sur le Slido qu'on pourrait commencer à répondre? Donc, j'envoie la parole à Mathieu. Oui, merci, Danny. Donc, je pense qu'on va commencer avec la première qu'on voit sur Slido. Est-ce que le matériel de protection sera fourni par l'employeur lors de notre retour au bureau? Je pense que, comme tu l'as dit, le retour au bureau, c'est pas pour demain matin, c'est pas pour la semaine prochaine non plus, mais c'est quand même quelque chose qui inquiète un peu les gens, ou du moins qui préoccupe. Donc, à ce point-ci, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en communication constante avec l'employeur. Il n'y a pas de plan nécessairement qui a été fait sur l'achat et la fourniture d'un matériel de protection, mais c'est définitivement quelque chose que la CAF va pousser, qu'on va promouvoir pour essayer de garder nos membres là, sains et, je ne vais pas dire saufs, mais en santé plutôt. Et c'est définitivement des conversations qu'on va avoir avec le Conseil du Trésor et les ministères, là, indépendamment un de l'autre. Et je peux peut-être renchérir là-dessus, Mathieu. Je trouve que c'est une bonne question parce que les masques de protection, surtout ce qui a été annoncé la semaine dernière, lorsqu'on disait que lorsqu'on n'est pas en mesure de maintenir le 2 mètres de distanciation sociale, la santé publique recommande le masque. Et moi, je peux vous dire, j'ai vu le guide de retour au travail de SPAC, de Service public et approvisionnement Canada, où est-ce qu'on mentionne qu'à moins qu'un emploi est identifié à risque, on ne va pas fournir les masques. Ma crainte avec ça, chers collègues, c'est que, vous savez, dans un environnement de travail, ce n'est pas statique. Les gens bougent. Dans notre station de travail, on va chercher du café, on va aux toilettes, on va les ascenseurs. C'est constamment en mouvement. Et quand on dit, on n'a pas besoin de masque parce qu'on va pouvoir maintenir le 2 mètres de distance, selon moi, c'est pas vrai ça. On ne peut pas toujours maintenir. Écoute, dans un ascenseur, là, même si on limite à 2 personnes, il n'y a pas 2 mètres de distance des fois des petits ascenseurs. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut que les masques soient mis à la disposition de nos membres. Si ce n'est pas mandatoire, au moins c'est offert. Et ce que j'aime pas, c'est que présentement, l'employeur ne veut pas offrir en général les masques. Il dit, c'est pas vraiment nécessaire. Alors là, comme Mathieu le mentionne, on est en discussion. Il n'y a pas encore de plan qui est finalisé, mais je trouve que la question est bonne pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les masques. Est-ce que je peux amener mon propre masque? Est-ce que l'employeur va me fournir un masque? Est-ce que le masque va être mandatoire? Donc, on n'a pas la réponse à ça, mais c'est une question qui est définitivement pertinente. Mathieu, de retour à toi pour le 699.
Parfait, merci. Donc, la prochaine question, là, je suis en congé de 699, mais mon employeur m'a demandé de travailler après mes heures normales de travail. Puis-je réclamer des heures supplémentaires? J'ai aussi vu quelqu'un qui a demandé qu'on réponde à cette question-là en anglais, donc je vais répondre en français premièrement, puis je vais traduire par la suite. Donc, essentiellement, les heures de travail sont prévues par la convention collective et on ne peut pas vous demander de travailler plus tard que 6 heures. Donc, si pour vous, et vous en faites la demande, de modifier votre heure de travail, par exemple, de 1 heure à 8h30, et ça vous convient et vous en faites la demande, alors à ce moment-là, les heures supplémentaires ne seraient pas rémunérées. Par contre, si l'employeur vous force à travailler plus tard que 6 heures PM, à ce moment-là, même si vous avez pris un code 699 pendant la journée, ça devrait être considéré comme des heures supplémentaires. Évidemment, ce que je vous suggérerais de faire à ce moment-là, ça serait de clarifier avec votre superviseur s'il veut vraiment que vous travailliez des heures supplémentaires selon l'horaire qui vous a été donné. À ce moment-là, si l'employeur vous dit non, puis on insiste que vous travaillez là, plus tard que 6 heures, et donnez-nous un coup de téléphone ou vous pouvez essayer de continuer de discuter avec lui, puis de le référer à la convention collective. Mais ultimement, là, si on vous force à travailler plus tard que les heures de travail prévues par la convention collective, vous êtes effectivement éligible à des heures supplémentaires. So to answer the question, essentially, a member asked if a manager requires that you work past the prescribed daily hours in the collective agreement if overtime could be paid. And as I was mentioned in French, as I mentioned in French earlier, provided that it is employee requested, in that case, yes, if you work past 6 p.m., you would be eligible for overtime. However, as I've seen in certain, my apologies, in certain situations, when members, for whatever reason, request to shift their days from 1 to 8:30 p.m. because in their life it works better, it's easier for childcare or whatever reason it is. In that case, you wouldn't necessarily be eligible for overtime, but definitely in situations where it's employer requested or mandated, then that would be the case. Obviously, if you are requested to work past 6 p.m., you might want to flag it with your manager and inform them that overtime would be applicable there and ensure that everybody's on the same page. And if you are still requested to work past 6 p.m. and the employer is adamant that you are not entitled to overtime, then I'd ask you to give me a call and we can figure something out. Danny? Oui, merci Mathieu. Je vais répondre à la prochaine question au niveau à savoir est-ce que les régions vont ouvrir avant la capitale nationale. So because Ontario and Quebec have the largest amount of new COVID cases, will the regions open before the NCR? Yeah, that's a good question. As I was saying in my opening remarks, there's many factors to be considered, not just the city, but the city is one of them. And yes, if a city has less cases, I would suspect they will probably open faster. So it's not just a city, it's a department, it's your work area, it's your function. So it's dependent on really several factors. Je réponds en français aussi. Donc, on demande si est-ce que les régions vont ouvrir avant la capitale nationale à cause qu'il y a moins de cas dans les régions que Ontario et Québec. Ça se peut très bien. Comme je vous le disais au début, là, il y a plusieurs facteurs à considérer, pas juste la ville, mais votre fonction, votre bureau. Vraiment, il y a les 5 critères que je vais énumérer. Donc, ça, il est important de considérer, c'est l'ensemble de tous les variables et non pas juste une. Je pense que c'est le plus important à considérer. Je prends également, on demande, à cause de COVID, c'est plus difficile à prendre des vacances. Est-ce que la CAF est en train de négocier l'employeur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour repousser nos vacances? So answer this question, due to COVID, it's hard to take vacation. Is there anything ACFO or the bargaining agents are doing to help avoid the employer forcing the use of vacation? So we've actually, this was asked last week with OCRO, so the Office of Chief Human Resources Officer, to see if the employer could postpone the cash out of the vacations because it is more difficult for employees to take vacation. So we are requesting that the employer allow it to happen. Now, that said, I still would recommend people take vacation I start taking vacation because if everyone is waiting and 6 months from now, the employer says, we're not going to roll over more than 35, everyone will be scrambling to take vacation and you won't necessarily be able to pick your vacation anymore. So try to schedule them if you can, but it is something we are requesting. Donc, la réponse en français ici était que oui,
la CAF, avec d'autres agents négociateurs, a demandé à l'employeur est-ce qu'on pourrait reporter le plus que 35 jours à avril 2021 pour justement empêcher que les employés soient forcés de prendre des vacances. Le défi, c'est que l'employeur, ce n'est pas une urgence pour eux présentement, donc ça se peut qu'ils nous reviennent là-dessus dans des mois. Et ce que j'aimerais éviter, c'est que là, dans 6 mois, si l'employeur refuse de transférer les vacances, parce qu'encore une fois, ce n'est pas dans la convention collective, là. Il le faisait par le passé, mais c'était de bonne foi. Si jamais c'est refusé, tout le monde va prendre leurs vacances en même temps. Et là, ça va être forcé, puis ce n'est pas nécessairement une date qui vous convient à vous. Fait que si l'employeur dit, écoute, du 15 au 30 janvier, il faut que tu prennes des vacances, c'est peut-être pas des dates qui sont bonnes pour vous. Donc, essayez là, vraiment de prendre des vacances, juste pour la santé mentale. C'est bon de décrocher des fois. Mathieu, pour la prochaine question, j'envoie ça à toi. Oui, donc essentiellement, serons-nous dans l'obligation de retourner au bureau lorsque l'employeur en fera la demande? Mais je pense que, comme Danny a mentionné un petit peu plus tôt, là, on est un groupe qui est dans une position, considérant la situation dans laquelle on se trouve, là, particulièrement bonne parce que notre travail peut se faire de la maison. Contrairement à ce que, comme Danny disait, si on est plombier, si on travaille dans un entrepôt, il faut être sur le lieu de travail pour pouvoir là, effectuer ses tâches, tandis que dans notre situation, c'est un petit peu plus facile de faire ça à distance. Donc, lorsque vient le temps d'établir la date de retour au travail, bien évidemment, ça devrait être fait avec les recommandations de la santé publique dans la région dans laquelle on se trouve. Ça devrait être fait avec le lieu de travail en tête. Donc, même si on est dans la même région, dépendant de l'édifice dans lequel vous travaillez, ça peut avoir un impact. Est-ce qu'on a Workplace 2.0, vous allez me parler de l'anglicisme ici, qui est probablement un petit peu plus propice aux interactions avec les gens qu'un environnement de travail traditionnel où tous et chacun ont leur bureau. Quel type de travail est-ce que vous effectuez? Même au sein de la communauté FI, il y a des gens qui travaillent un petit peu plus en équipe que d'autres, par exemple. Donc, pour revenir à la question, est-ce que vous serez obligé de retourner au travail lorsque l'employeur le demandera? Je vais vous donner une réponse d'avocat, ça dépend. Ça va être du cas par cas. Et si vous croyez que ça ne serait pas raisonnable ou ça serait dangereux pour votre santé de retourner au travail, à ce moment-là, je vous encouragerais de faire part de vos préoccupations avec l'employeur. Et puis après cette discussion-là, si vous avez encore des inquiétudes, bien, de nous contacter pour qu'on puisse nous-mêmes analyser votre dossier, puis contacter l'employeur si nécessaire là, pour s'assurer que vous ne vous trouverez pas dans une situation qui pourrait être potentiellement dangereuse pour vous et votre santé. Merci Mathieu. Les amis, si vous permettez, puisque c'est un webinaire en français, on va prioriser les questions en français. Puis si on a du temps, on passera à celle en anglais par la suite. So for everyone watching right now, if you don't mind, I'd like us to address the French questions first, simply because this is a French webinar, and often the French questions won't get many votes. So we'll just touch on the French questions, then we'll come back to the English ones if we have time. La prochaine question, c'est avec un déficit anticipé de plus de 200 milliards. Est-ce que la CAF prendra des mesures pour contrer les futures mesures d'austérité pour revenir à l'équilibre budgétaire? Une question pertinente parce qu'évidemment, on injecte beaucoup d'argent. Et cet argent-là, ça vient de la poche des contribuables et on sait que ça va être encore plus de mesures qui devront venir par la suite. Et notre position à la CAF, c'est qu'on regarde toujours les deux côtés de l'équation. On veut s'assurer que les dépenses, est-ce qu'elles sont justes? Et présentement, les dépenses qui sont faites, selon nous, elles sont justes, c'est pour garder le support de l'économie et s'assurer que les gens ne se retrouvent pas dans la rue. Donc, au niveau social, je trouve que c'est la bonne chose à faire, c'est d'investir. La plus grande question pour nous, c'est la ligne des revenus. Donc, vous savez, on a les revenus, on a les dépenses. Les revenus, présentement, c'est là qu'on trouve qu'il y a un plus grand gap. Vous savez, avec les paradis fiscaux, si le gouvernement irait récupérer tous les impôts que certaines corporations vont cacher, et même les particuliers vont cacher, ça permet justement d'aller combler le déficit. Donc oui, on peut travailler du côté des dépenses, mais quand les dépenses sont justes, allons voir nos revenus. Est-ce qu'on va corriger, collecter tout ça? Donc c'est pour ça que pour nous, dans notre soumission au budget, à chaque année, on fait part de, oui, c'est bon de revoir les dépenses, mais il ne faut pas oublier les revenus également. Donc, c'est vraiment ça notre position qu'on se tient pour le déficit du gouvernement. Mathieu, est-ce que tu as une question? Tu aimerais répondre dans celle qui nous reste en français? Oui. Si les écoles sont ouvertes dans ma région, pourrais-je refuser d'envoyer mes enfants et de continuer de travailler à la maison? La réponse la plus simple à ça, ça serait probablement, encore une fois, là, ça dépend. Ça va être vraiment des cas qui vont être étudiés au cas par cas. Donc, comme Danny mentionnait un petit peu plus tôt dans sa présentation,
Il y a certaines régions, je veux dire du Québec, de l'Ontario, pardon, pas de l'Ontario, mais du Québec, dans la région de la Capitale-Nationale, qui ont commencé à ouvrir leur garderie où ça serait possible potentiellement d'envoyer ces enfants. Mais si pour une raison particulière, vous pensez qu'il peut y avoir des problèmes, soit pour votre santé, la santé de votre enfant, si vous habitez avec vos parents, par exemple, qui ont un âge avancé, ça pourrait être délicat, si on peut dire ça, d'envoyer quelqu'un à l'extérieur de la maison qui reviendrait à chaque jour. Mais évidemment, ça pourrait être quelque chose de raisonnable. Donc, essentiellement, si votre demande de rester à la maison est raisonnable, et on peut interpréter ça de façon très large ici, ben vous devriez être en mesure de rester à la maison, mais c'est vraiment quelque chose qui va être établi là, au cas par cas. Et juste pour ajouter là-dessus, il y a une autre question qui demande, pourriez-vous expliquer l'utilisation du code 699? Dans quel cas pourriez-vous l'utiliser? Je l'ai mentionné au début, mais je vais le répéter parce que je pense que c'est important de comprendre la différence. Le code 699, il y a vraiment 4 situations dans lesquelles vous pouvez le prendre. La première, c'est si vous avez des symptômes de COVID, si vous êtes en isolation, si vous revenez de voyage, par exemple, vous avez des symptômes ou vous avez la COVID. Là, vous pouvez utiliser le code 699. La deuxième, c'est pour des raisons familiales. Donc, vous avez des empêchements qui vous permettent un manque de productivité. Donc, j'ai 3 enfants à la maison, il n'y a pas de garderie disponible, les garderies ne sont pas encore ouvertes. Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez maintenant faire une demande à travers le 699. La troisième, c'est si vous pouvez faire du télétravail, mais vous avez une perte de productivité parce que vous n'avez pas l'équipement ou accès au réseau. Donc, ce n'est pas de votre faute que vous n'êtes pas aussi productif, c'est quelque chose qui est sans votre gré. Et la quatrième, c'est pour les gens qui ne peuvent simplement pas faire du télétravail. Moi, je discutais là, avec les gens qui travaillent, qui font les réparations dans les sous-marins, puis ils disent, écoutez, les sous-marins là, sont dans l'océan. Moi, je travaille de la maison, je ne peux rien faire. Là. Donc, vraiment, il y a 4 conditions. L'ambiguïté vient dans, ben là, si les garderies sont pas ouvertes ou sont ouvertes, qu'est-ce que je fais? Donc, comme Mathieu mentionnait, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de votre fonction, de votre ville, de votre situation personnelle, de votre système immunitaire. Donc, si vous n'êtes pas certain, appelez-nous. On va pouvoir vraiment vous guider à ce niveau-là. Justement, Mathieu, tu peux te prendre la question qui parle de c'est juste une restriction médicale. Oui, merci, Danny. C'est celle-là sur... C'est la prochaine pour... désolé, c'est la prochaine question pour laquelle j'étais offrir une réponse. Évidemment, ça va être quelque chose qui va être définitivement pris en compte si ça veut une restriction médicale. Puis à ce moment-là, c'est pas seulement une question de COVID, de coronavirus, mais aussi une question d'accommodement médical qui fait entrer en jeu là, la loi canadienne sur les droits de la personne. Donc, si vous avez une condition médicale qui stipule que ça pourrait être un danger pour votre santé, par exemple, de rentrer au travail, ben, définitivement, l'employeur va devoir prendre ça en compte et ça ne pourra pas non plus là, être pris à la légère. Donc, on aurait des questions aussi, comme je disais, d'accommodement, de limites fonctionnelles, de choses là, qui forceraient l'employeur essentiellement à vous laisser travailler de la maison si vous avez effectivement là, les preuves médicales nécessaires pour ça. Danny, est-ce que tu veux prendre la prochaine? Oui, je pense qu'on vient d'épuiser toutes les questions en français. Donc, si vous permettez, on va répondre aux questions en anglais, mais on va les traduire également en français. So we've answered all the French questions. We'll move over to the English ones, and we'll also translate, seeing how this is a French session. So the next one is, what will happen to the Joint Career Development Program training this year if the government of Canada work from home continues until the end of the year? Very valid question. The JCDP is, for those of you not familiar, is the $1 million training fund that our members have in their collective agreement that we negotiated a little over 3 years ago. We launched the call letter about, I think last week, or 2 weeks ago, where we're asking you guys to apply for this program. So there's many programs you can apply for. It's classroom training. So most of the classroom training for JCDP is scheduled for fall to late fall, and we've done that by design because we believe that by then we will be able to deliver the classroom training in small groups, so 15 to 20 people, and we can keep the 2 meters distance. So the classroom training we'll probably be able to do. What we'll probably not be able to do, however, is the spring tune-up. So the spring tune-up, if you recall, is the event that was supposed to happen in June. We pushed it to October. But the spring tune-up is a massive gathering of over 1,200 people, and we cannot ensure a 2 meter distance.
And at this point, we're in discussion to see if instead of delivering it in person, we could do it via a webcast, just to ensure that it's not just canceled. I can pretty much confirm to you that the spring tune-up will not happen in person, that's for sure. It would not be the prudent thing to do. Even if it's October, I don't believe a vaccine will be done by then. There might be a second wave. It's just not the responsible thing to do. So we're trying to see if we can do the spring tune-up over 2 days. And obviously, if someone is not comfortable with that, they don't need to attend. And anyone who paid for the Spring Tune-Up Plus, they'll receive their money back. So there's a lot of discussion happening right now with how will we deal with the JCDP in light of COVID-19. But we believe that by fall, we can maintain the smaller group sessions. Even if you do the regional tune-ups, I believe we can do so while maintaining a 2-meter distance. So stay tuned for more information on that. But it is something we're taking into consideration. Donc, comme je disais, le million de dollars, qu'est-ce qui va se passer avec le programme mixte de perfectionnement professionnel? C'est le million de dollars qui est consacré à nos membres où on offre de la formation. Et cette formation-là, typiquement, c'est des formations de groupe qui sont ensemble. Et là, avec COVID, est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette formation-là? Et la réponse, c'est ça dépend. Les sessions qui sont plus petites, donc les sessions qui sont de 15 à 20 personnes, on croit que à l'automne, on sera en mesure de maintenir une distanciation sociale de 2 mètres. Donc, cette formation-là va pouvoir avoir lieu. Les formations qui vont être plus difficiles, c'est pour la mise au point du printemps, qui était censée avoir lieu en juin, qu'on a reporté au mois d'octobre, que là, on va sûrement la faire via un webcast au lieu, parce qu'en personne, écoutez, avoir 1200 personnes collées ensemble dans une salle, c'est juste pas responsable, même si on parle qu'il y a peut-être des vaccins, là, mais avant que les vaccins soient développés, peut-être une deuxième vague qui s'en vient. Donc, on parle avec le Conseil du Trésor pour voir si on pourrait faire un webinaire à la place. Et les autres formations, on t'arrête de vérifier tout ça aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là, parce qu'on ne sait pas dans 3, 4, 5, 6, 7 mois qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est un enjeu qui est là. Mais on vous demande quand même d'appliquer pour le programme. Puis, si jamais il y a des modifications, les modifications auront par la suite. I'll also take this next question on PSAC. So what are your thoughts on the PSAC labor negotiations? Do you expect the CT members to receive economic increases in the next round of collective agreement talks? So PSAC, for those who are not aware, is the largest union. They have over 170,000 members, and they were one of the very few unions that did not sign a collective agreement last year. We did, if you recall, it was 8% over 4 years. I will tell you, I mean, I can't speak for PSAC because, you know, they negotiate their own deals, but I am very happy that we took the deal that we took, not only because at the time we did not know which government would be elected, not only did we not know about COVID, and right now it's a minority government. So negotiating wage increases when the government is taking on massive amounts of debt obviously is not favorable, that's for sure. So I can't speak to what they will receive, but I am very pleased that the deal we got was a good deal. 8% over 4 years is something we hadn't done in a long time, so I think it was a fair deal. In terms of economic increases, look, our contract has been negotiated till 2022. We took the bulk of it, the 5% in the first 2 years, and now we've got 1.5 and 1.5 remaining. I do not believe there'll be a wage freeze. It's been negotiated already, so that should be good to go, unless there is a change of government. I've just mentioned there's a minority government. Change of government might lead to different things here, so we don't know. So the next round of collective agreements for us will start in 2 years, and you know, many things can change up until then. But for now, for our members, what is signed, and we're good to go on that one. Donc en français, la question ici était qu'est-ce qu'on pense au niveau de l'Alliance de la fonction publique du Canada, au niveau de leurs négociations? Est-ce que nous, les propres membres de la CAF, on va recevoir nos augmentations économiques annuelles? L'Alliance de la fonction publique est le plus grand syndicat. Ils ont au-dessus de 170 000 membres. Je ne peux pas parler pour eux parce que eux, c'est un des groupes qui n'avaient pas accepté l'offre de l'employeur, c'est-à-dire 8% sur 4 ans. Nous, on l'a accepté, on croyait que c'était la bonne chose à faire à l'époque pour quelques raisons. La première étant qu'on ne savait pas quel gouvernement était pour être élu, et le gouvernement qui est en place fait une grosse différence sur les ententes qu'on va recevoir. La deuxième chose, évidemment, on ne connaissait pas à l'époque que COVID était pour se produire. Chose certaine, avec toute la dette qui est en place présentement, je ne dirais pas que ça place le gouvernement dans une meilleure condition pour négocier parce qu'évidemment, le déficit est plus élevé.
D'autant plus également que là, c'est un gouvernement qui est minoritaire. Donc, on sait que peut-être l'année prochaine, il va y avoir des élections ou peut-être dans 2 ans. Je peux vous dire que pour nos membres, pour ceux qui sont des FI, il y a une entente qui a été signée de 2 ans, donc 4 ans, mais qui nous amène jusqu'à 2022. On a eu le 5 dans les 2 premières années. Là, il y a 1,5 et 1,5 qui est dû dans les 2 prochaines années. C'est signé, c'est dans la convention. Donc, à moins qu'il y ait un changement de gouvernement, je suis très confiant qu'on va avoir ces augmentations-là. Mais c'est certain que lorsque vient le temps de négocier les conventions collectives, il faut prendre en compte plusieurs variables. Donc, dans 2 ans, je ne peux pas dire ce qui va se passer, mais présentement, le contrat qu'on a signé, il est quand même valide. Mathieu, est-ce qu'il y a une autre question que tu veux prendre? Oui, merci, Danny. Je vais y aller avec la prochaine. En fait, is vacation imposement common in many government departments, or do many employers avoid having many carry-forward hours for employees? We're kind of in a different situation than we usually are, right? We have the Phoenix debacle that has been problematic for some employees, although we're slowly starting to ease out of it. And then on top of that, we now have COVID, which understandably, a lot of people do not want to be taking vacations at this time since they can't travel, they can't go see family, they can't go to cottage or whatever other reason it is. So generally speaking, no, it's not a common thing. In my experience, and I've been doing this for a bit over a decade, I've only rarely seen it used other than in situations where an employee had amassed an incredibly large amount of banked holidays. Now, obviously, because of Phoenix, it has not been enforced in the past few years. And again, unless you will be transferring a massive amount of holidays, it's not something that you should generally be concerned about. However, be mindful that the collective agreement does have provisions in place which allow the employer to force you to take holidays over 262.5 hours that are already banked. So it could be happening, and I have seen a few departments now that I'm responsible for ask members for vacation plans for the summer or for the fall. Nobody that I've been dealing with personally has come out and imposed holidays on anyone, but departments are certainly starting to position themselves to see if people could still continue to take their holidays as a normal year. So, pour répondre à la question en français, maintenant la question la question posée référait aux divers ministères qui pouvaient imposer ou forcer les employés à prendre leur congé. On voulait aussi savoir si c'était commun dans la fonction publique. Donc, comme je disais, là, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je travaille au sein de la fonction, pas au sein de la fonction publique, mais en tant qu'agent de relations de travail ou en tant qu'avocat dans ce domaine-là. Puis, j'ai rarement vu, avant l'arrivée de Phoenix, des ministères qui avaient une politique là, qui était large et qui frappait tout le monde. Pas pour dire que c'était impossible, mais la plupart du temps, c'était utilisé pour s'assurer que les gens ne gardaient pas une banque qui était incroyablement élevée de congés. Maintenant, avec Phoenix, dans les dernières années, l'employeur a laissé aller cette obligation-là, puis n'a pas imposé soit le paiement ou forcer les employés à prendre des vacances. Maintenant, avec le coronavirus et la transition là, hors Phoenix, parce que plus on avance, moins il semble avoir de problèmes, pas pour dire qu'il n'y en a plus. Les ministères peuvent choisir de demander aux gens là, de prendre leurs vacances ou de payer les vacances qui sont au-delà de 262,5 heures dans leur banque. Donc, oui, c'est quelque chose qui pourrait arriver. À ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est commun encore, mais je dois dire que dans les dernières semaines, dans le dernier mois peut-être, j'ai commencé à avoir des ministères pour lesquels j'étais responsable, demander à leurs employés de faire un plan de vacances dans l'unité pour voir pour s'assurer que les gens prenaient des vacances, mais je n'ai pas vu encore personne se faire imposer des vacances. Donc, c'est toujours quelque chose à garder en tête, que ça pourrait arriver si vous avez plus que 265,5 heures dans votre banque. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu arriver. Danny? Oui, merci Mathieu. Il y a une autre question qui nous fait parvenir en français, mais avant de l'adresser, juste faire une petite précision.
well, I'll take the other French question here, but just make a little clarification here. So I was talking before collective agreements, right? So the collective agreement I say we signed was for the FIs. And perhaps the person that was asking the question is part of the AS group, which is the EAVs now. So the EAVs or the ASs, they haven't signed the collective agreement, but we're representing them now. So we're working on that transition so we can negotiate their contract because right now they haven't signed anything. So we'll have to see what we can do to transition and negotiate for them. Donc, petite précision là, quand je parlais de négociation de la convention collective qu'on a fait pour les FI, ça c'est signé, c'est fait. Même chose pour les AU, c'est fait. Mais ceux qui sont les AS, c'est-à-dire les EAV, non, excusez-moi, les IAU, les AS, pour eux, il n'y a pas de contrat présentement qui a été signé. Donc, une fois qu'ils sont transitionnés vers nous, on va pouvoir commencer à négocier leur contrat. Donc, je vais faire une petite précision qui est là. L'autre question en français, c'est pourquoi l'employeur a réduit le nombre de compétitions et de promotions et les dommages de voir que la COVID ralentit la progression de carrière des FI? Effectivement, c'est vrai, mais je comprends pourquoi l'employeur fait ça. La COVID, là, c'est du jamais vu. Et le gouvernement doit changer son alignement, ses priorités en COVID. Et je verrais difficilement, quand tout le monde essaie de faire des choses de priorité, de battre en disant oui, mais je pense qu'on devrait faire une compétition. Écoutez, les gens arrivent à peine à respirer, figurativement, là. Donc, ça serait difficile de commencer à justifier pourquoi les compétitions. Mais c'est vrai, là, les conséquences, c'est vrai, c'est pas juste pour les filles, c'est pour toutes les classifications. La dotation présentement est quasiment réduite à rien. Donc, je suis d'accord avec le commentaire, mais je suis d'accord et je comprends pourquoi l'employeur le fait. C'est parce qu'il y a d'autres priorités présentement, parce que la COVID n'a jamais été là. We talked about 699, so I'll let Mathieu do that one, but I want to touch on these two about 2.0 and spring tune-up costs. So what's going on with the 2.0 and activity-based workplace? So activity-based workplace was never, no, sorry. They did take in consideration pandemics, but it was not weighted as a high value. So they didn't really take much attention to it. With everything happening now, people sharing workstations in a very small environment and, there's no walls anymore and everything can spread from right to left. It is obviously not conducive for what they're trying to do. So yes, it will have to be looked at again. We'll have to rework and decide, what do we do with this? Do we change our ways? So it is a game changer. COVID changes everything. There will have to be a return to the workplace, but not to the normal. I can't tell you what's going to happen, but that's something we've raised, is what's going to happen now afterwards, now that this activity-based workplace is not ideal. Donc, la question était, qu'est-ce qui arrive avec l'environnement de travail 2.0 et l'activité de travail là, par le hoteling là, en soi? C'est un bon point parce que ces modèles-là n'ont jamais été conçus avec des épidémies, des pandémies en tête, parce que vous avez des petits cubicules, il n'y a pas de mur. Ils sont très près, sont très collés, on partage le même bureau, c'est certain que ça propage des virus très facilement. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement devra tenir en tête parce que à l'époque, quand c'était conçu, il y avait une petite pondération qui a été tenue pour les épidémies, mais pas assez. Donc là, il faut revoir la façon de faire les choses. Et moi, ça m'inquiète. Si vous travaillez présentement dans un bureau de 2.0, il y a beaucoup plus de mesures qui doivent être mises en place pour ça, justement. Là. I'll leave Mathieu take the 699, but I'll answer this one on spring tune-up costs. So the spring tune-up for the members was always free. So if you're an ACFO member, you don't pay anything to go. The spring tune-up plus, the second day, is the one that members were paying. But yes, absolutely, because we're doing it via webcast, it's going to make significant savings, right? You guys probably don't know this, but to rent out the EY Center or the Shaw Center, the AV equipment, the stage, the lighting, the translators, the food, these are $100,000 costs. These are very big costs. So now we can take that money and reinvest it back into the community to see what kind of more training that we actually do. Donc la question était, puisque la mise au point du printemps n'aura pas lieu en personne, il va y avoir des économies. Et effectivement, il y aura des économies de coûts. Les plus grands coûts, là, souvent, c'est la bouffe, l'éclairage, l'audiovisuel, la scène elle-même, c'est des coûts d'environ 100 000 $. Donc, cet argent-là va être réinvesti dans la communauté pour pouvoir participer à d'autres formations qui vont sûrement lieu en ligne. Mathieu, je te relance la parole pour le 699. Merci, Danny. Donc, can leave code 699 be used if I'm experiencing mental health issues due to self-isolation as a result of COVID-19?
So there are 5 instances where an employee can claim code 699 currently. The first one is if you have the coronavirus. If you have COVID, you're entitled to claim code 699. The second one would be for family reasons, right? If you have children at home, if you're taking care of a family member, it could be your parents, it could be a family member that has that requires assistance or assisted living. The third one is technology, right? If you don't have access to the VPN, you can't do your work, or can't do part of your work at the very least. The third one is work limitations imposed specifically by your department. So your department might say, you know, we don't have work for you because there's no work coming in, or you're part of a chain and the work upstream has not been completed yet, so it's not getting to you. And the other one are other circumstances directly related to COVID-19. So in this case, I think this is where this question would fall. And I think it would, we can't just broadly say mental health issues would fall under 699. I think if you have, it could be, if you have the proper medical certification or documentation to support this, it's possible that following a request that you would be entitled to code 699. But again, it's a case-by-case basis, and I know it could be frustrating. I know we keep saying it's a case-by-case basis, but we are in uncertain times, and everybody's doing this as we go, and we have to look at it. And as Danny said earlier, it comes down to, is it reasonable, right? So if the denial of 699 for this is unreasonable in light of the medical certification, then we can do something about it. Donc, pour répondre un peu à la question, là, la question en anglais spécifiait si vous pouvez utiliser le code 699 pour des mental health days. Vous allez me pardonner l'anglicisme. Et comme je disais, il y a 5 instances où le code 699 peut être utilisé. Le premier, si vous avez COVID-19, donc évidemment, vous pouvez utiliser le code 699. Dans la deuxième instance, c'est si vous avez des enfants, par exemple, ou vous avez des obligations. Si vous êtes, des obligations envers des membres de votre famille, par exemple. Si vous avez des parents dans un âge avancé, si vous avez des parents ou frères, sœurs, quelqu'un qui a un handicap quelconque qui nécessite votre assistance ou quelque chose dans ce style-là. Le troisième est pour une raison là, de technologie. Donc, essentiellement, si vous n'avez pas accès au VPN, mais ça pourrait être difficile pour vous là, de compléter vos tâches. La quatrième raison, c'est pour des limites là, qui sont imposées par le ministère. Donc, c'est possible que si vous faites partie d'une chaîne, par exemple, vous nécessitez que quelqu'un d'autre ait fini son travail pour commencer le vote, et que pour des raisons multiples, dont il peut en avoir plus qu'une, vous n'ayez pas de travail à faire. Puis la troisième, c'est pour toutes circonstances qui sont directement reliées à COVID-19. Donc, c'est possible dans certaines circonstances, avec les notes médicales appropriées, que vous pourriez vous qualifier pour un congé là, sous 699 pour des raisons de santé mentale, mais ce n'est pas nécessairement automatique. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, je vous encouragerais de faire la demande. Puis, si on vous refuse et vous croyez que le refus n'est pas raisonnable, donnez-nous un coup de fil, puis on pourra essayer de vous assister dans ces démarches. Je vois là une question ici qui vient un peu là, faire un follow-up à ce que je demandais. You mentioned taking vacations for mental health. Isn't sick leave meant for mental health days? Donc, encore une fois, oui, et ce qui est important ici, là, c'est dans la 5e catégorie que je disais, là, que je décrivais tantôt, pour toutes raisons qui sont directement reliées à COVID. Donc, c'est la raison pour laquelle je faisais référence au certificat médical, parce que ça pourrait être possible dans certaines situations que ça soit directement causé par par COVID-19. So to follow up on the question that recently popped up, you mentioned taking vacation for mental health. Isn't sick leave meant for mental health days? I would agree, but if you look at the 5th condition that I mentioned earlier, which states that leave 699 can be
granted for other circumstances directly related to COVID-19. It could be possible. You could find yourself in a situation where, with proper medical evidence, you could demonstrate that your current illness or health issues are directly caused by COVID-19, and you could fall within that category. Donc, Danny? Merci Mathieu. Puis, c'est une bonne distinction à faire. C'est tellement difficile parce que, on dit que c'est du cas par cas, puis je sais que des fois, c'est pas le fun d'entendre cette réponse-là, mais c'est comme si tu vas voir un médecin, puis tu te dis j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu me recommandes? Écoute, il faut que je fasse ton bilan. On va prendre de ta tension artérielle, je vais prendre une prise de sang, il y a plusieurs causes. On ne voudrait pas vous donner des mauvais conseils. Donc, comme Mathieu le dit, puis je comprends les deux questions. D'un côté, j'ai des problèmes de santé mentale. OK, mais si je peux démontrer à l'aide d'un biais du médecin que c'est causé par ça, ça va peut-être se qualifier. Puis encore là, ça dépend de votre gestionnaire. Peut-être votre gestionnaire, lui, est plus flexible, il comprend, il n'y a pas de problème, tu peux prendre le 699. Alors que d'autres gestionnaires vont dire, moi, là, 699, je veux rien savoir de ça, puis tu ne te qualifies pas, tu es on your own. Fait que c'est vraiment, il y a plein de variables qu'il faut tenir compte. Donc, c'est pas toujours noir ou blanc. La dernière question qu'on va prendre pour aujourd'hui. Est-ce qu'on doit s'attendre à des coupures de postes pour compenser les dépenses publiques actuelles? Est-ce qu'il y aura des incitatifs pour la retraite? J'imagine que c'est quelqu'un qui est près de la retraite. Écoutez, les incitatifs pour la retraite, là, oubliez ça. C'était donné, ça, là, écoutez, plusieurs décennies. Et je comprends que c'est peut-être alléchant, là, mais on est très loin de ça. C'est certain, il va falloir qu'il y ait un revue des dépenses. Et on le supporte. C'est de bonne foi, c'est normal de revoir les dépenses. Vous vous souvenez, en 2012, lorsque les conservateurs ont fait une mesure de revue des dépenses budgétaires, j'ai rien contre ça, mais il faut couper les bonnes choses. Nous, là, quand ça arrive, je vous dis toujours, nos membres, si vous ajoutez de la valeur, vous vous rendez utile, vous avez une bonne attitude, ne vous inquiétez jamais pour votre job. C'est les gens qui sont coupés, là, je vous dis ça parce que j'ai les chiffres, là. Vous savez quel groupe a été le plus touché par les réductions budgétaires de 2012, c'était les CR et les AS. Et je ne dis pas parce qu'ils n'ajoutent pas de la valeur. La majorité d'eux ajoutent de la valeur. Mais il y en a certains peut-être qui n'ajoutaient pas de la valeur et c'est ceux qui ont été coupés. C'est pas parce que ce pas des bonnes personnes, peut-être qu'ils n'avaient pas l'opportunité d'ajouter de la valeur. Donc, si pour vous, là, vous avez des craintes au niveau des coupures, appelez-nous parce que je vous garantis, si vous faites une bonne job, vous ajoutez de la valeur, vous avez des problèmes de bonne attitude, là, vous n'avez jamais à vous inquiéter parce que si jamais quelqu'un veut vous couper, votre gestionnaire va dire, écoutez, non, on ne coupe pas cette personne-là parce qu'il ajoute de la valeur. Je pense que ça complète notre séminaire qui est en français. Écoute, je sais que c'est difficile, on fait quelque chose en français, il y a des questions en anglais, des questions en français qui rentrent, mais vraiment, on voulait mettre l'emphase, la priorité sur les questions en français. J'espère que vous avez apprécié. Puis, ne vous gênez surtout pas. Là, si vous avez des questions, peut-être qu'on n'a pas répondu de la bonne façon, peut-être qu'on a mal clarifié la réponse, communiquez avec nous, avec moi, avec Mathieu, avec la CAF en général. On a des gens qui sont là pour vous. On veut répondre à vos questions et on sait que c'est difficile. Et même des fois, on n'aurait peut-être pas la réponse. Mais même si on n'a pas la réponse, on peut détecter des tendances. Et à travers ces tendances-là, nous, on peut poser les questions aux plus hauts gestionnaires pour dire, écoutez, voici les questions qu'on entend de nos membres. Donc, c'est tellement important que vous donnez le pouls, que vous dites, c'est quoi vos craintes, c'est quoi vos enjeux, pour qu'on puisse entrer en communication avec l'employeur. Donc, sur ça, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci à Mathieu. Merci à l'équipe de soutien de la CAF qui s'occupe derrière la scène. On se voit la semaine prochaine. On va parler des évaluations annuelles. Je pense que ça va être vraiment utile. So we'll see you guys next week. We'll talk about the performance assessment. Until then, stay safe. Bye-bye.